Bonjour amis de l'histoire grecque. Je vous propose dans cette vidéo un long exposé sur la place de la guerre en Grèce antique, en insistant en particulier sur la période classique. Je m'appuierai essentiellement sur des pages Wikipédia, dont certaines ont été écrites par moi-même, et sur le dictionnaire de l'Antiquité édité aux presses universitaires de France. Les autres sources sont indiquées en commentaire. J'assume avoir utilisé ChatGPT pour quelques points précis afin d'aiguiller mes recherches. Pourquoi se priver? Je me suis efforcé de légender les illustrations en mettant un maximum d'illustrations datant de l'Antiquité, et toutes les illustrations sont bien sûr libres de droit. En premier thème, rapidement, voyons la fonction politique, sociale et culturelle de la guerre. Donc, comme tous les peuples indo-européens, les anciens Grecs donnaient à la guerre, ou polémos, une place primordiale. En témoigne un très grand nombre d'œuvres littéraires, philosophiques ou artistiques ayant pour thème le fait militaire. La guerre mobilisait la politique, l'économie et la religion à toutes les époques. La culture de la Grèce antique valorisait les vertus guerrières qui impliquaient la défense de la patrie et la bravoure sur le champ de bataille. Ceux qui se distinguaient à la guerre étaient honorés et respectés dans la société grecque. Les épopées homériques furent emblématiques de cette culture de l'héroïsme et de la belle mort. Voyons en thème numéro 2, histoire militaire de la Grèce antique. Donc à l'âge du bronze, soit pour la Grèce la période allant de 3200 à 1200 avant notre ère, les Minoens de Crète, qui n'étaient pas des Grecs à proprement parler, mais qui ont grandement inspiré la civilisation grecque, ne semblaient pas avoir connu l'état de guerre. Ils étaient pourtant parvenus à fonder un empire maritime en mer Égée. Les Mycéniens ont érigé à partir de 1500 d'imposantes murailles que les anciens appelaient murs cyclopéens, et les guerriers mycéniens portaient de lourdes armures de bronze et utilisaient des poignards ou des épées, alors que le char servait essentiellement pour le transport vers le champ de bataille. L'Iliade, qui dépeint la guerre de Troie, servit de modèle éthique aux conflits dans les siècles ultérieurs. Alexandre le Grand se voyait par exemple comme un nouvel Achille. Même si son historicité reste débattue, l'œuvre d'Homère dépeint de manière précise les mœurs guerrières à l'époque mycénienne, tout en empruntant à l'époque archaïque. Ainsi, la bataille donnait lieu à des duels entre héros, car le corps à corps s'avère pour les Grecs plus noble que l'usage d'armes de trait. Des formations de combat rappelant la phalange sont également décrites dans l'Iliade. Homère montre ce que la guerre est aussi pour les Grecs, des raids de pirates, des captures d'esclaves, de femmes ou de bétail, ou des échanges contre rançon. À l'époque archaïque, le premier conflit attesté entre cités rivales fut la guerre lélantine entre Chalchis et Érétrie, qui se déroula de 710 à 650. C'est à cette époque que serait apparue d'ailleurs la phalange hoplitique qui domina la scène militaire grecque pendant 3 siècles. Une ébauche de phalange est déjà connue au tournant du 8e siècle, puisqu'Homère, dans l'un de ses nombreux anachronismes, en donna une description. La phalange prit sa forme définitive au cours du 7e siècle, grâce à un ensemble d'événements politiques et d'améliorations techniques liés à l'apparition de l'hoplite, un fantassin lourdement armé, indissociable de la phalange. On peut résumer de cette manière ces nouveautés techniques. Donc, premièrement, l'apparition du bouclier creux, ou aspis coilé, et non oplon comme très souvent dit, car oplon désignait au départ l'ensemble des armes, ce qui a d'ailleurs donné en français le mot panoplie. Deuxièmement, l'adoption du casque corinthien, qui était fait d'une seule pièce de bronze martelée, qui offrait donc plus de résistance lors des chocs. Ce casque corinthien ne comportait pas forcément de cimier, comme d'ailleurs très souvent représenté. Les armées grecques étaient aussi dotées de troupes légères, les peltastes, qui vient du mot pelleter, qui désignait un bouclier léger, en forme de demi-lune. Durant la guerre du Péloponnèse, les troupes commencèrent à jouer un rôle plus important, des troupes légères, comme en témoignent les exploits des peltastes athéniens commandés par Iphicrate, qui détruisirent un bataillon spartiate. Ils étaient équipés d'un petit bouclier, d'une épée courte et de javelines. Ils servaient d'abord à harceler et à désorganiser les troupes adverses. Alors, la cavalerie, réservée à la classe aristocratique, comme en témoigne la frise des Panathénées, ne jouait qu'un rôle d'appoint.
Dans les grandes batailles, le rapport cavalerie-infanterie était généralement à l'époque classique de 1 pour 10. Alors, à l'époque classique, on peut tout de même noter la Thessalie, région de plaine, qui faisait exception. Sa cavalerie est alors considérée comme l'une des plus efficaces du monde grec. On peut aussi citer les cavaliers de la cité de Tarente, en Italie du Sud, ou Grande Grèce. Leur renommée était telle que Tarentin devint par la suite un terme générique pour désigner un cavalier léger. À la fin de l'époque classique, les Macédoniens développèrent ce que l'on peut considérer comme la première cavalerie de choc de l'Antiquité occidentale, la cavalerie des compagnons. Ils étaient recrutés dans la noblesse macédonienne et étaient lourdement armés avec une armure et une longue lance, dans le même bois que la sarisse des Phalangites. On peut voir en eux les ancêtres des chevaliers du Moyen Âge. Par ailleurs, le monde grec est bien sûr très marqué par la présence de la mer. Les flottes de guerre se développèrent tôt, dès l'âge du bronze égéen, et prirent une grande importance. L'époque archaïque fut un âge de l'expansion maritime des Grecs et du développement de leur art de la guerre navale, surtout à Athènes. Au IVe siècle, les Grecs commencèrent à construire des navires de combat très perfectionnés, les trières, que les Romains appelleront plus tard les trirèmes, l'équivalent des avions de chasse actuels, hein, si on peut se permettre une telle comparaison. Donc la trière était mue à l'aide de voiles ou de rames pour le combat rapproché et possédait une proue pointue pour éperonner les bateaux ennemis. Elle disposait d'un équipage d'environ 200 hommes, la plupart étant des rameurs, et ces navires jouèrent bien sûr un rôle décisif dans la victoire des Grecs durant les guerres médiques, notamment à Salamine en 480, où la flotte athénienne, commandée par Thémistocle, détruisit la flotte perse, pourtant en supériorité numérique. La suprématie d'Athènes sur mer dura durant la majeure partie de la guerre du Péloponnèse, avant que Sparte ne constitua sa propre flotte avec le soutien financier des Perses. Athènes reprend l'avantage un temps au IVe siècle, avant d'être éclipsée par le développement des grandes flottes de l'époque hellénistique, la Macédoine, l'Égypte ptolémaïque et aussi la cité de Rhodes. Voyons en thème numéro 3 les principaux conflits militaires de la Grèce antique. Durant l'époque archaïque, la guerre se limitait à des conflits entre cités voisines. Les tentatives d'invasion perse lors des deux guerres médiques donnèrent une nouvelle dimension à la guerre, que ce soit sur terre avec les batailles de Marathon et de Platée, ou sur mer avec la bataille de Salamis. Les Grecs prirent conscience de leur capacité militaire en battant les armées du plus grand empire de l'époque. En outre, la guerre faisait pour la première fois l'objet d'un véritable traitement historique dans les histoires d'Hérodote, le père de l'histoire occidentale. Il exposa les causes des guerres médiques tout en montrant une certaine équité envers les Perses. À l'époque classique, le plus grand conflit entre cités grecques mit aux prises Athènes et Sparte de 431 à 404, avec certes des périodes de trêve. Cette guerre, dite du Péloponnèse, tire sa désignation de l'œuvre de Thucydide, qui bien qu'athénien, offrit un récit impartial des événements, même si son récit est inachevé. Sparte et Athènes formèrent donc des ligues et se combattirent à travers deux coalitions, l'une maritime, l'autre terrestre. On peut dire que ce conflit illustre le conflit éternel entre les puissances thalassocratiques et les puissances continentales. Voyons l'Angleterre et l'Allemagne au début du XXe siècle, ou les États-Unis et la Russie actuellement. Cette guerre s'étendit aussi hors de Grèce, notamment en Sicile. Alors elle peut s'apparenter à une guerre civile entre Grecs, hein. Les uns sont des Ioniens, hein, les autres des Doriens. Athènes fut finalement vaincue en 404 et ne retrouvera jamais plus sa superbe. À cette époque, les Grecs intervinrent également dans les affaires internes de la Perse. 12 800 mercenaires grecs furent en effet enrôlés par Cyrus le Jeune pour renverser son frère aîné. En 401, les mercenaires grecs livrèrent bataille près de l'Euphrate. Cyrus y trouva la mort et les mercenaires entamèrent alors une périlleuse retraite vers la Grèce, connue sous le nom de retraite des 10 000. Ces événements furent rapportés par l'Athénien Xénophon, le père de la notion de l'économie, qui participa à l'expédition. Il composa l'anabase, soit littéralement la montée vers le haut pays. Ce terme d'anabase fut repris 5 siècles plus tard par Arien pour décrire l'expansion d'Alexandre en Asie. Au début du IVe siècle, les Thébains mirent au point l'ordre oblique, qui visait à renforcer considérablement une des ailes pour offrir la victoire. Ils s'appuyaient également sur une infanterie d'élite
le bataillon sacré, dont les 300 membres étaient réputés pour être des couples homosexuels. En 371, les Thébains, emmenés par le stratège Épaminondas, battirent sévèrement les Spartiates à la bataille de Leuctre, mais ces derniers prirent leur revanche 10 ans plus tard à Mantinée. Profitant des conflits sempiternels entre cités, le royaume de Macédoine commença son essor au milieu du IVe siècle. Les rois Philippe et son fils Alexandre révolutionnèrent l'art militaire pour doter leur petit royaume d'une invincible machine de guerre. Ils s'appuyèrent sur une nouvelle organisation de la phalange de piquiers, porteurs de longues sarisses, et intégrèrent des unités de cavalerie lourde. Ils développèrent également les techniques de siège, qu'on appelle aussi la poliorcétique. L'armée macédonienne devint l'instrument de la conquête de l'Empire perse et d'une expansion formidable de l'hellénisme. Après Alexandre, la guerre changea d'échelle, mettant désormais en jeu de grandes puissances territoriales à l'époque hellénistique. Citons l'Égypte lagide, l'Asie séleucide et la Macédoine antigonide. Ces trois entités développèrent des armées formidables et bigarrées, en s'inspirant parfois des armées des peuples voisins ou vaincus. L'exemple le plus frappant est l'armée séleucide, dans laquelle se trouvaient des phalanges de piquiers, des cavaliers lourds, ancêtres des cataphractaires, des troupes légères comme les redoutables archers à cheval scythes, et même des éléphants de guerre en provenance d'Inde. On trouve d'ailleurs ces combinaisons d'armes dans les armées carthaginoises, durant les guerres puniques, où l'épéiste celte côtoie le frondeur baléare ou le fantassin mort. Au cours de l'époque hellénistique, l'équipement des phalangites s'alourdit fortement pour faire face à ses homologues. Cet alourdissement leur fut au final préjudiciable au moment d'affronter les légions romaines, beaucoup plus souples dans leur usage tactique et qui disposaient d'un énorme vivier démographique. En Grèce proprement dite, la confédération achéenne et ses alliés furent défaits par les Romains en 146 avant notre ère, la destruction de Corinthe est le chant du cygne de l'histoire militaire de la Grèce antique. Voyons maintenant en quatrième thème le cas de Sparte. À Sparte, société eugéniste et militariste, la guerre occupa une place bien particulière. Ces guerriers étaient réputés comme les meilleurs de la Grèce. Tous les citoyens étaient destinés à devenir des hoplites, alors que dans les autres cités, ce sont généralement les classes aisées qui en formaient les rangs. Les jeunes garçons étaient soumis à des exercices physiques intenses, à l'apprentissage du combat et à la discipline militaire dans le cadre de l'éducation spartiate appelée agogé. Les troupes légères et la cavalerie étaient totalement négligées. Les citoyens étaient censés être uniquement des soldats jusqu'à l'âge de 60 ans. Les autres métiers étaient laissés aux périèques, c'est-à-dire aux habitants libres non spartiates vivant dans la périphérie de Sparte, ou aux ilotes, c'est-à-dire les esclaves. D'ailleurs, chaque année, les jeunes Spartiates menaient une chasse meurtrière contre les ilotes pour qu'ils ne furent pas trop nombreux. Aussi pour les décourager à se rebeller, et aussi pour s'entraîner au combat. La légende dit que les guerriers spartiates portaient des manteaux rouges pour ne pas montrer à leurs adversaires qu'ils étaient blessés. L'Athénien Xénophon dit des Spartiates qu'ils étaient des artistes de la guerre. Mais leur déclin démographique et leur isolationnisme finirent par causer leur perte face à la Macédoine, au IIe siècle avant notre ère. Cinquième thème, voyons les alliances militaires. Les alliances militaires, appelées symmachie, furent une forme d'alliance défensive entre cités et États. Elles avaient d'abord pour objectif de se protéger mutuellement contre des menaces extérieures, notamment contre d'autres cités ou contre des puissances étrangères, d'abord les Perses, puis plus tard les Macédoniens et les Romains. Les symmachis furent fondés le plus souvent à travers des traités. On peut citer quelques exemples de symmachis notables dans l'histoire de la Grèce antique. Voyons d'abord la Ligue de Délos. Donc elle fut formée au 5e siècle sous la direction d'Athènes et comprenait principalement des cités insulaires de la mer Égée. Elle tira d'ailleurs son nom de l'île natale d'Apollon, où se trouvait un sanctuaire panhellénique, endroit aussi où se trouvait au départ le trésor de la Ligue, avant qu'il soit transporté à Athènes. Cette ligue avait pour objectif initial de lutter contre les Perses après les guerres médiques.
Cependant, la Ligue de Délos se transforma rapidement en une alliance dirigée par Athènes, qui utilisa sa puissance militaire et économique pour exercer une hégémonie sur les autres membres de la Ligue. La défaite d'Athènes face à Sparte en 401 signa la fin de la Ligue de Délos. Voyons maintenant la Ligue du Péloponnèse. Donc, considérée comme l'une des premières alliances militaires de la Grèce antique, elle fut formée au VIe siècle sous la direction de Sparte et comprenait principalement des cités du Péloponnèse. Elle rentra en opposition avec la Ligue de Délos, marquant le début de la guerre du Péloponnèse. En 338, elle fut vaincue par Philippe à la bataille de Chéronée, marquant la fin de son existence en tant qu'alliance indépendante. Voyons maintenant la Ligue béotienne. Donc, formée au 5e siècle, elle était dirigée par Thèbes et comprenait des cités de Béotie, une région de la Grèce centrale, et était principalement axée sur la défense contre les invasions étrangères, en particulier de la part des cités voisines. Elle joua un rôle notable au début du IVe siècle en luttant contre Sparte. Voyons maintenant la Ligue étolienne. Donc, formée au début du IVe siècle, elle comprenait des cités d'Étolie et d'Arcananie, des régions du nord-ouest de la Grèce. Elle avait pour objectif premier de s'opposer à l'expansion de la Macédoine. Elle s'allia un temps avec les Romains contre les Antigonides avant d'entrer en guerre contre les Romains et d'être finalement vaincue. Voyons enfin la Ligue achéenne. Donc, formée au IIIe siècle, elle comprenait principalement des cités de l'Achaïe, une région du nord du Péloponnèse, avec pour capitale Mégalopolis. Sous le commandement de stratèges influents, on peut citer Aratos et Philopoïmène, cette ligue achéenne devint une puissance majeure, s'opposant notamment à la domination macédonienne. Finalement, en 146, la Ligue achéenne se rebella contre Rome et fut vaincue, marquant la fin de la dépendance de la Grèce, avec comme symbole le sac de Corinthe. Voyons en thème numéro 6, l'organisation et les pratiques guerrières. Donc, traditionnellement, les guerriers de la Grèce antique étaient des citoyens accomplissant un service militaire et s'équipant en fonction de leurs revenus. À Athènes, pour devenir citoyen à part entière, les hommes devaient réaliser entre 18 et 25 ans et 20 ans l'éphébie, c'est-à-dire un service militaire. À Sparte, les citoyens recevaient une concession de terre en échange de leur service militaire. Les esclaves n'étaient pas autorisés à prendre part à la guerre en tant que combattants, à part, il faut le noter, les ilotes à Sparte, quand Sparte a commencé à manquer de citoyens. La guerre du Péloponnèse accéléra l'emploi de soldats professionnels. À l'époque hellénistique, des mercenaires grecs étaient embauchés dans toutes les armées, ce qui augmentait les risques de trahison ou de troubles. La guerre était néanmoins très codifiée chez les Grecs. Elle était en effet régie par le droit qui se fondait sur ce que les Grecs appelaient les lois communes. Ainsi, les belligérants se devaient de respecter les traités et la parole donnée sous serment. Ils ne pouvaient pas s'attaquer aux ambassadeurs ou aux théors, c'est-à-dire les envoyés liés à la religion. Il était interdit de mettre à mort les prisonniers qui s'étaient rendus, leur sort étant d'être réduits en esclavage. Les Grecs suivaient également des règles strictes liées aux conditions d'approvisionnement des troupes, comme de ne pas mener campagne pendant la saison hivernale. Il existait aussi des exemples de belligérants qui se sont interdits de couper les sources en eau des places assiégées. On pourrait dire qu'il y avait une forme de code de l'honneur. Le non-respect de ces règles entraînait la désapprobation générale. Avant la bataille, des libations et des sacrifices étaient offerts aux dieux, des devins cherchant à déchiffrer leur volonté. Les chants de guerre, appelés péans, avaient une connotation religieuse, on le voit à travers notamment l'Iliade. Après la bataille, l'armée victorieuse dressait des trophées avec les armements pris à l'ennemi. Les grandes victoires étaient l'objet de dédicaces dans les sanctuaires panhelléniques, notamment à Delphes. Les vaincus étaient autorisés à recueillir les dépouilles des soldats tués, qui étaient généralement incinérés ou ensevelis sur place, même si les usages différaient entre les cités. Tous ces usages perdurèrent jusqu'à l'époque hellénistique. En contrepartie, il y a très peu de limitations aux actions destructrices. Les pillages et saccages de récoltes sont monnaie courante. Les sanctuaires pouvaient même être mis à sac au mépris de leur caractère sacré. Les populations vaincues étaient à la merci des vainqueurs qui pouvaient les massacrer ou les asservir. Alors à l'époque hellénistique, on semble assister à une baisse des violences envers les civils,
mais les conquêtes romaines renversèrent la tendance en entraînant d'importantes destructions dans le monde grec. De ce fait, les discours sur la guerre dans la Grèce antique n'étaient guère enjoliveurs. Depuis Homère, les hauts faits des guerriers étaient certes glorifiés, mais pas la guerre en elle-même, qui était vue comme une calamité. Les descriptions des malheurs de la guerre étaient courantes dans la littérature grecque. Il convient d'ailleurs de noter que l'étymologie du nom Arès, le dieu de la guerre, est traditionnellement liée au mot grec aré, qui signifie fléau, ruine ou malédiction. Voyons en thème numéro 7 les femmes et la guerre. En Grèce antique, société patriarcale s'il en est, la guerre est l'affaire des hommes et la maison celle des femmes, selon une ligne célèbre d'Aristophane. Dans cette même comédie, Aristophane imaginait d'ailleurs que des femmes faisaient la grève du sexe afin de raisonner leurs maris pour établir la paix entre Athènes et Sparte, avec pour mot d'ordre: pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris. Mais il en fallait plus pour tempérer les ardeurs belliqueuses des Grecs. Pour autant, les femmes grecques n'étaient pas totalement indifférentes à la guerre. Il existe maints exemples de femmes grecques qui ont joué un rôle actif, bien qu'indirect, dans la guerre. Ainsi, lors des guerres médiques, certaines femmes furent impliquées dans des activités de soutien aux combattants. Elles participaient évidemment aux rituels religieux pour demander la protection des dieux pour leurs proches partis à la guerre. On trouve aussi des femmes de haut rang qui ont pu jouer un rôle décisif dans le déroulement des guerres. Alors mettons de côté ici les récits mythologiques. Alors à Sparte, Gorgo, qui est la fille du roi Cléomène III et épouse de Léonidas, est réputée pour avoir donné des conseils militaires au chef spartiate. D'après Plutarque, interrogé par une Athénienne qui lui demandait pourquoi les femmes spartiates étaient les seules à commander aux hommes, Gorgo aurait répondu: c'est parce que nous sommes les seuls qui mettions au monde des hommes. On peut aussi citer la Spartiate Archidamie, l'épouse du roi Agis II, qui durant la guerre du Péloponnèse encouragea les Spartiates à poursuivre la guerre contre les Athéniens et qui participa à des collectes de fonds pour soutenir l'effort de guerre. Du côté athénien, on peut citer la célèbre Aspasie, la concubine de Périclès, une femme cultivée mais qu'une tradition présente comme tenancière d'une maison close. Son influence fut telle que des auteurs grecs lui attribuent une responsabilité dans le déclenchement de la guerre du Péloponnèse. Voyons en 8e point la pensée de la guerre chez les philosophes grecs. Donc, parmi les pères de la philosophie, Héraclite croyait que le changement était intrinsèque à la nature du monde et que l'opposition et la tension étaient les éléments fondamentaux de la réalité. Héraclite exprimait des idées controversées sur la guerre. Il considérait en effet que la guerre était une réalité inévitable et un aspect inhérent de la condition humaine. Il affirmait que la guerre était une manifestation de l'opposition et du conflit entre les forces contraires qui sous-tendent la nature du monde. Il aurait ainsi dit: la guerre est le père de toutes choses, de toutes le roi, et les uns, elle les porte à la lumière comme Dieu, les autres comme hommes. Les uns, elle les fait esclaves, les autres libres. Alors il faut tout de même nuancer cette citation parce que polémos peut aussi signifier le conflit, la discorde dans un sens général et pas simplement la guerre dans le sens, on dira, plus politique. Socrate, lui, ne semble pas avoir été un pacifiste, mais il était enclin à remettre en question les motivations et les justifications de la guerre. Donc selon les écrits de son disciple Platon, Socrate était sceptique envers les raisons politiques et les ambitions de pouvoir qui poussaient à la guerre. Il considérait que la violence était souvent due à l'ignorance, à l'injustice et à la recherche de gains égoïstes. Quant à Platon, ses idées sur la guerre sont complexes et nuancées. Dans ses premiers dialogues, il exprimait des points de vue plus positifs sur la guerre, mettant l'accent sur la valeur de la vertu militaire et la nécessité de défendre la cité contre ses ennemis. Il considérait que la guerre pouvait être justifiée dans certains cas, notamment pour protéger la patrie et défendre la justice, ce qu'on appellera maintenant la guerre juste. Il mettait également en avant l'idée de la noblesse et du courage des guerriers qui défendent leur cité.
Dans des dialogues ultérieurs, il développa sa vision d'un état idéal dans lequel la guerre est considérée comme un mal nécessaire et les conflits sont évités autant que possible. Platon considérait que la guerre est souvent causée par les désirs excessifs de pouvoir, de richesse et de prestige, et il mettait en garde contre les dangers de la recherche de la gloire et de la domination. Enfin, Aristote avait lui une vision complexe de la guerre. Il considérait la guerre comme une réalité inévitable dans la vie humaine et dans les affaires des États. Selon lui, la guerre était souvent le résultat de conflits d'intérêts, de rivalités territoriales et de désaccords entre les cités grecques. Cependant, il croyait aussi que la guerre devait être justifiée et menée avec prudence. Il critiquait les guerres motivées par l'appât du gain ou la conquête de territoires sans raison valable. Pour lui, la guerre ne devait être utilisée qu'en dernier recours, lorsque tous les moyens de résolution pacifique des conflits avaient échoué. Et il mettait l'accent sur la nécessité de respecter les lois et les normes éthiques, même pendant la guerre, et critiquait la brutalité et les comportements inhumains. C'est ainsi qu'il poussa Alexandre à combattre les barbares perses au nom de la défense des Grecs. Voyons en dernier thème la gloire immortelle et l'excellence. Donc ces deux notions qui sont constitutives de la mentalité grecque et typiques des usages de la guerre. Donc l'excellence que les Grecs appellent arrêté, hein, et la gloire que les Grecs appellent kléos aphtitone, euh, sont des valeurs primordiales chez les Grecs. Donc concernant la gloire immortelle, la valeur accordée à la bravoure au combat était une nécessité, une caractéristique importante dans de nombreuses cultures indo-européennes, et en particulier chez les Grecs, où la guerre était considérée comme un moyen de gagner la gloire et la renommée, sachant que la plupart des Grecs ne croyaient pas en une vie après la mort, ce qui donnait à la mémoire des hauts faits une importance primordiale. Donc la quête de la gloire immortelle était donc souvent liée à l'obtention d'un statut élevé au sein de la société et à la reconnaissance des pères et des descendants. La recherche de l'immortalité, à travers les actions héroïques et vertueuses, était une caractéristique partagée par de nombreux peuples indo-européens. On retrouve par exemple cette notion de gloire immortelle chez les Aryens d'Inde, ainsi en védique, donc une ancienne branche de la langue indo-aryenne, dont est issu le sanskrit classique, l'équivalent de la Cléos Aphtitone et Rava Axitam, ce qui ne manque pas de souligner les points communs entre les poésies des peuples indo-européens. Alors, concernant l'excellence ou arrêté, il faut souligner que le terme n'a pas d'équivalent en français moderne et il a la même racine que le mot Aristos, hein, qui a donné aristocratie. Alors on peut le traduire de différentes manières, donc excellence, honneur, vertu. Dans la culture grecque des temps archaïques, l'arrêté désignait à l'origine la prouesse à la guerre, un mélange de fierté, de moralité et de valeur guerrière. À l'époque classique, l'arrêté désigne l'aptitude à faire quelque chose, le pouvoir de remplir parfaitement une fonction ou d'accomplir une tâche jusqu'à l'excellence. Les héros ne sont pas seulement des guerriers, hein, c'est aussi parce qu'ils excellent à faire le bien ou le beau. Donc finalement, qu'une déesse comme Athéna puisse figurer la sagesse et la guerre résume à elle seule le génie propre des anciens Grecs, cette perpétuelle ambivalence entre la tempérance et la démesure, entre l'harmonie et le chaos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.